Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Histoire. Vous avez tous forcément entendu parler de la Corée du Sud, république capitaliste, qui a vu naître des entreprises telles que LG, Samsung, Kia ou encore Hyundai. Et vous avez forcément entendu parler de la Corée du Nord, dictature militaire communiste, le pays le plus armé au monde, qui cherche en plus à se doter de l'arme nucléaire. Mais une question toute simple surgit, pourquoi y a-t-il deux Corées ? Ouais, c'est bon, on a tous vu la miniature. Ce sujet étant assez vaste, j'ai décidé de le réaliser sur deux vidéos, et la première vidéo de ce diptyque concerne l'origine de la division, jusqu'à la division elle-même. L'histoire de la Corée est indissociable de celle du Japon, de la Chine, des États-Unis et de la Russie. Et bon, ça en fait du monde. Et nous allons commencer l'histoire des Corées vers la fin de la dynastie Joseon, une dynastie de rois qui a gouverné la Corée entre 1392 et 1910. Le dernier roi s'appelle Kojong, et non, je vous mettrai pas son nom complet. Vous le voulez ? Vous êtes sûr ? Oui, je vous garantis que ça, c'est son vrai nom. Et non, je ne le prononcerai pas. Donc, pour la simplicité de la vidéo, nous allons l'appeler Kojong. Notre ami Kojong devient roi en 1863, le pouvoir royal est en déclin et la Corée est soumise à la puissance de la Chine, elle est son vassal. De plus, la Corée mène une politique isolationniste, c'est-à-dire qu'elle n'intervient jamais ailleurs au-delà de ses frontières et évite tout commerce, sauf avec la Chine. Donc le pays est renfermé sur lui-même et ne se développe que très peu. Mais au même moment, quelqu'un d'autre regarde vers la Corée, et ce quelqu'un d'autre, c'est le Japon. Et un événement particulier va permettre au Japon de prendre pied définitivement en Corée, et ainsi de le soustraire à l'influence chinoise, c'est le traité de Ganhwa signé en 1876 par le Japon et la Corée. Donc, qu'est-ce que c'est que ce traité ? En fait, le Japon a très bien joué son jeu. Au début des années 1870, les Japonais ont tenté d'envoyer des délégations en Corée, mais Kojong les repousse à cause de sa politique isolationniste dont on a déjà parlé. Je vais rester tout seul. En 1875, les Japonais augmentent la pression et envoient des navires militaires surveiller les côtes coréennes. Le 20 septembre 1875, des soldats japonais tentent de débarquer devant un fort de l'île de Ganhwa, près de Séoul, et les Coréens, croyant à une invasion, ouvrent le feu. C'est l'incident de Ganhwa. Ces petits soldats débarquent, ils ne comptent attaquer personne, et les méchants Coréens leur tirent dessus. Méchants Coréens. Le Japon envoie alors un négociateur, histoire d'obtenir des excuses, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce négociateur a été envoyé avec une flotte de 6 navires de guerre. Avec ces navires de guerre, le Japon organise un blocus de la Corée et Kojong, notre bon roi coréen, accepte de signer le traité de Ganhwa. Donc, que dit ce traité ? La Corée doit ouvrir 3 de ses ports au commerce japonais. Et ça c'est important, il est affirmé que la Corée est un État indépendant, jouissant des mêmes droits de souveraineté que le Japon. Il s'agit ici pour le Japon de sortir la Corée de sa relation de vassalité avec la Chine, mais ce n'est qu'un début. Le Japon va réellement s'imposer en Corée après une révolte paysanne qui aura de très lourdes conséquences. Il faut savoir que tout au long du 19e siècle, on sévit sur la Corée de nombreuses inondations et sécheresses, et en 1894, une révolte paysanne éclate, parce que le roi avait décidé d'augmenter le prix des semences, des taxes, des corvées, etc. Sacré Kojong. La révolte prend de l'ampleur et Kojong appelle son suzerain, la Chine, à l'aide. Et donc plus de 2000 soldats chinois passent la frontière. Les Japonais voient toutes ces troupes arriver, et forcément ils sont inquiets par rapport à leur influence, et du coup, ils font la même chose. Plus de 4000 soldats japonais débarquent à Incheon, malgré les protestations vives de la Chine et de la Corée. Dès juin 1894, un accord est signé, la révolte est terminée, mais désormais Chinois et Japonais se trouvent sur le sol coréen et aucun ne veut laisser la place à l'autre. Donc on l'a vu, le Japon veut remplacer la Chine comme protecteur du royaume coréen, et donc l'empereur du Japon demande à Kojong de faire une série de réformes, justement favorables au Japon. Kojong refuse et demande aux troupes japonaises de partir. Voyant que la diplomatie ne marche pas, le Japon décide d'envoyer toute sa flotte ainsi que des troupes supplémentaires en Corée. Le 23 juillet 1894, les troupes japonaises pénètrent dans Séoul et installent un nouveau gouvernement, évidemment pro-japonais. Ce gouvernement va directement abroger les traités d'alliance avec la Chine forcément qui n'est pas d'accord, c'est le début de la première guerre sino-japonaise. Le résultat de cette guerre est couru d'avance et le Japon le sait. La Chine est principalement agricole, n'a même pas commencé sa révolution industrielle, alors que le Japon lui est en pleine révolution industrielle, il possède des armes modernes par rapport à celles de la Chine. Et c'est cette flotte militaire puissante qui montrera sans contestation possible la puissance militaire du Japon. Le 17 avril 1895, après de nombreuses défaites militaires, la Chine impériale s'incline et doit signer le traité de Shimonoseki, qui dit entre autres que la Chine abandonne sa suzeraineté sur la Corée.
Le 17 avril 1895 marque donc la fin de la mainmise chinoise sur la péninsule coréenne et confirme par la même occasion la prépondérance japonaise sur la Corée. Bon, maintenant vous allez me dire, en quoi le remplacement de la Chine par le Japon va mener à la partition du pays? Il faut savoir que si le Japon n'avait pas été en Corée, le pays n'aurait sans doute pas été coupé en deux. Au lendemain de la guerre, un gouvernement pro-japonais est installé et l'empire de Taïan est instauré. Et devinez qui le Japon va choisir afin de diriger cet empire? Kojong. Ah tiens, j'avais un peu oublié celui-là. Bon, maintenant que le Japon est parvenu à ses fins, vous vous dites sans doute que la Corée va enfin être tranquille. Un autre pays est fortement intéressé par la Corée. La Russie, qui souhaite un accès permanent à l'océan Pacifique, parce que beaucoup de ses côtes au nord-est sont gelées une bonne partie de l'année. Et les tensions sont telles que la guerre russo-japonaise éclate en février 1904, et devinez où vont se passer la plupart des combats? En Corée! Heureusement pour le Japon, la Russie tsariste est affaiblie par la révolution de 1905, révolution qui est marquée par une opposition au régime autocratique de Nicolas II. Et donc après une guerre sanglante qui fit plus de 150 000 morts, Nicolas II doit s'asseoir à la table des négociations. Celles-ci se tiennent à Portsmouth aux États-Unis en présence du président américain Roosevelt, et le Japon se voit entre autres confirmer sa mainmise sur la Corée. 2 mois plus tard, le 17 novembre 1905, le Japon impose à la Corée un protectorat. Le protectorat est un régime politique constituant l'une des formes de sujétion coloniale. Il diffère de la colonisation pure et simple en ce que les institutions existantes, y compris la nationalité, sont maintenues sur le plan formel. La puissance protectrice assumant la gestion de la diplomatie, du commerce extérieur et éventuellement de l'armée de l'État protégé. L'empereur Kojong, oui parce que c'est un empereur depuis quelques années, eh bien il refuse. Ah, il lui reste un minimum de dignité quand même. Du coup, le Japon l'oblige à abdiquer en juillet 1907 en faveur de son fils, Sunjong. Donc Kojong est le dernier roi de la dynastie Shōzon, et Sunjong est le dernier empereur de la dynastie Shōzon. Le protectorat n'est absolument pas accepté par la population et un mouvement de révolte naît, et le 26 octobre 1909, le représentant du Japon en Corée est carrément assassiné, et en réponse à cet acte, le Japon annexe définitivement la Corée le 29 août 1910. Un gouvernement militaire est mis en place, la Corée devient une nouvelle province japonaise, Shōzon. Cette annexion va avoir un effet positif, c'est que le Japon va décider de moderniser considérablement le pays. 25 000 km de routes, 5 000 km de chemin de fer, des écoles, des hôpitaux, de grands ports sont aménagés. Oui, mais le Japon fait ça dans un but précis, il va japoniser la Corée. Par exemple, seule la langue japonaise à l'école est autorisée. Des symboles coréens sont détruits. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que le Japon va lui servir de réservoir, de grenier. Le Japon va épuiser ses matières premières, ses produits agricoles, et il faut savoir qu'en 1938, plus de 40% de la production agricole annuelle de la Corée est destinée uniquement au Japon. Il faut savoir que les Coréens n'avaient même pas assez pour se nourrir et la malnutrition était latente en Corée. Des milliers de Coréens sont déportés au Japon afin de travailler dans les usines japonaises et le tout pour un salaire misérable. Bref, l'annexion de la Corée par le Japon ne fut pas une période vraiment facile. Durant la Seconde Guerre mondiale, les déportations de Coréens au Japon pour aller travailler presque gratuitement dans les usines continuent et même se développent. Des milliers de femmes coréennes sont également déportées afin de servir de femmes de réconfort aux pauvres soldats japonais. Japonais qui, je rappelle, étaient engagés aux côtés de forces de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. La situation se maintient jusqu'à la reddition du Japon le 15 août 1945, quelques jours à peine après les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. La Corée fut alors libérée par les armées russes et américaines qui se divisèrent le pays en 2 zones d'occupation, administrées respectivement par l'URSS, créée depuis 1922 au nord, et les États-Unis au sud, comme prévu par la conférence de Potsdam en juillet-août 1945, mais nous verrons tout cela la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de mon diptyque sur la partition de la Corée. Dans le second épisode, nous nous intéresserons principalement à la guerre de Corée qui a entériné définitivement la partition du pays en 2. Si cet épisode est déjà sorti, cliquez ici pour aller le voir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo. Merci. Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance, cela me touche énormément. Cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.